Derek Martin est entré dans un commissariat de Brighton, au sud de Londres, et a prononcé 4 mots qui ont bouleversé une communauté. J'ai tué 2 personnes. Ces victimes, selon les procureurs, n'étaient autres que sa belle-fille, Chloé Bashford, et son mari Josh. Après un long parcours retardé devant les tribunaux, Martin est enfin jugé. Mais qu'est-ce qui l'aurait poussé à commettre un acte aussi violent? A-t-il une défense? Nous analyserons tout avec un avocat international. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Lorsque Derek Martin est entré dans le commissariat de Brighton, un soir de juin 2023, la police affirme qu'il leur a dit ces 4 mots inimaginables qui allaient tout changer. J'ai tué 2 personnes, et ces 2 personnes étaient son ancienne belle-fille, Chloé Bashford, et son mari, Josh. Maintenant, si vous n'avez pas entendu parler de cette affaire, celle-ci nous emmène à l'étranger. Elle nous emmène dans l'East Sussex, en Angleterre. Une tragédie liée aux liens familiaux, aux ressentiments cachés, aux troubles mentaux et à un système judiciaire qui, même en 2025, reste sans réponse. Aujourd'hui, nous allons analyser comment un conflit familial discret a dégénéré en tragédie, laissant une communauté dans l'attente d'une issue. Cela nous ramène au 9 juin 2023, un vendredi après-midi à New Haven, près de Brighton. Chloé Bashford, mère de 4 enfants de 30 ans, était chez elle. Son mari Josh travaillait ce jour-là. Les amis et la famille les décrivaient comme, je cite, « des parents formidables, drôles, aimants, le genre de couple qui semblait maintenir leur univers uni sans effort. » Mais en coulisses, il y avait des tensions. Pour être clair, ce n'était pas entre Chloé et Josh, mais entre Chloé et celui qu'elle appelait encore papa, Derek Martin. D'après The Times Royaume-Uni, Derek avait été marié à Helen, la mère de Chloé. Il avait aidé à élever Chloé depuis son adolescence, et même après le divorce, elle est restée en contact avec lui. Ils s'envoyaient régulièrement des messages et se voyaient. Elle lui montrait toujours la même affection. Mais dans les mois précédant ce jour de juin, quelque chose a changé. Martin sombrait, surtout financièrement. Il s'était mis à jouer. Selon The Times, les dettes semblaient s'accumuler. La British Broadcasting Corporation rapporte. Il avait environ 11 000 € de dettes, et 6 mois avant les meurtres, il aurait arrêté de prendre des antidépresseurs, selon The Telegraph. Il a confié à la police qu'il se sentait constamment utilisé et jamais assez pour les autres. Le 9 juin, Martin arriva ce matin-là chez Chloé et Josh sur Lewes Road à New Haven. C'est ce qu'affirment les autorités. Mais ce qui s'est passé vers midi, selon les procureurs, s'est déroulé en quelques minutes. Vers 12h15, les procureurs affirment que Martin et Chloé ont échangé quelques mots dans la cuisine, peut-être à propos d'argent, et la police a ensuite confirmé qu'il n'y avait pas de blessure de défense, vous savez, compatible avec un long combat. Mais au lieu de cela, cette attaque, selon eux, a commencé soudainement et violemment. Les enquêteurs affirment que Martin a d'abord utilisé un marteau, selon les procureurs au tribunal cette semaine. Le premier coup a frappé le sommet de la tête de Chloé. Quelques instants plus tard, Martin aurait saisi un grand couteau de cuisine et poignardé Chloé à 8 reprises. Les procureurs disent que 2 blessures ont atteint 20 cm de profondeur, ce qui l'a tué. Vers 12h20, le mari de Chloé, Josh, rentre chez lui. Les procureurs estiment qu'il a presque aussitôt été confronté à Martin, qui tenait encore le couteau. Josh serait monté dans sa chambre, où il a reçu plusieurs coups de couteau et des traumatismes au visage et au cou. Les procureurs affirment que Martin l'aurait étranglé, peut-être avec une ceinture retrouvée sur place. Et après les meurtres, la British Broadcasting Corporation indique que les procureurs disent que Martin s'est déplacé dans la maison, changeant de vêtements et enlevant méthodiquement les poignées des portes des chambres. Là où la police a retrouvé les corps du couple et retiré la caméra de la sonnette devant la maison. Il aurait ensuite quitté la propriété. Et où est-il allé chercher ses petits-enfants à l'école cet après-midi-là? Les enquêteurs disent qu'il avait récupéré les enfants de Chloé et Josh à l'école. Il les a emmenés dans un Costa Coffee à Peacehaven, puis dans un McDonald's, avant de les conduire chez leur grand-mère Hélène Sturgis, où il les a laissés en sécurité. Les procureurs affirment qu'il a aussi parlé à l'aîné. Les procureurs disent qu'il a aussi dit à l'aîné des enfants que leurs parents avaient eu une grosse dispute, donc un désaccord. Je remercie Upside de sponsoriser notre couverture du procès de Sean Diddy Combs. Upside est incroyable. Application gratuite offrant du cashback sur vos achats quotidiens comme l'essence et les courses. Je fais le plein d'essence, je peux utiliser Upside, je vais déjeuner dehors, je peux utiliser Upside, peut-être que j'achète quelque chose dans une supérette, je peux utiliser Upside. Pourquoi ne pas obtenir du cashback en faisant tout cela? Oui, c'est du vrai cashback. C'est de l'argent qui apparaît dans votre application Upside et que vous transférez directement sur votre compte bancaire.
Donc une fois que vous avez l'application gratuite Upside, vous sélectionnez une offre pour ce que vous achetez sur Upside. Payez normalement par carte, suivez l'application, recevez votre paiement. Pour connaître vos gains, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour télécharger Upside. N'oubliez pas d'utiliser le code promo LZ Sidebar. Profitez d'une offre unique, 35 centimes remboursés par gallon sur votre premier plein. Utilisez le code promo ELSIE Sidebar pour obtenir 35 centimes remboursés par gallon sur votre premier plein. Et puis, peu de temps après, il serait accusé d'avoir envoyé à Hélène un message absolument glaçant. Et nous allons arriver à cette partie de l'histoire dans un instant. Mais d'abord, pour m'aider à tout expliquer, je veux faire revenir sur le plateau. Merci beaucoup à l'avocat David Teffouri d'avoir pris le temps. Heureux de vous revoir. Commençons. Dans les affaires impliquant la préméditation par rapport aux actes de violence soudains, n'est-ce pas? Comment la loi britannique détermine-t-elle la gravité de l'accusation? Comment les enquêteurs britanniques traitent-ils un crime comme celui-ci? Eh bien, ce n'est pas très différent de la façon dont nous procédons ici aux États-Unis. Ils vont examiner toutes les preuves qu'ils peuvent recueillir, et dans ce cas, il est utile que l'accusé ait fait des aveux. Le même jour où il aurait prétendument commis ces meurtres. Et il a donné une explication sur les raisons pour lesquelles il a commis les meurtres. Et il y a d'autres preuves basées sur les personnes à qui il a parlé juste avant les crimes présumés. Et donc ils vont examiner tout cela. Et bien sûr, la partie la plus intéressante pour moi, c'est sa défense actuelle pour cause d'aliénation mentale. Oui, je veux en parler. Tu évoques les preuves réunies à ce jour dans cette affaire. Suppression des caméras de sécurité et du téléphone dans le bâtiment. Parler de préméditation ou d'entrave à la justice, c'est sérieux. Que penses-tu des preuves contre lui? En mettant de côté la question de la santé mentale, je pense que cela suggérerait un certain niveau de planification ou de préméditation. Oui, bien sûr, pour les caméras et d'autres choses, il l'a déjà fait. Les actes comme se débarrasser du téléphone de sa belle-fille après le crime, selon ce que je comprends, n'indiqueraient pas une préméditation. Et de plus, il y avait au moins quelques preuves, je pense. Un de ses petits-fils a dit qu'il avait vraiment très mauvais caractère, ce qui suggérerait, vous savez, que ce serait l'une des explications pour lesquelles cela s'est produit. Aucune préméditation n'était impliquée. Donc je pense que ça va être un dossier un peu difficile à défendre avec les preuves, mais c'est certainement possible. Explorons cela. Selon vous, quel est le rôle de la santé mentale dans les affaires criminelles de crimes violents au Royaume-Uni? S'il affirme qu'il était temporairement hors de lui à cause de la dépression ou parce qu'il ne prenait pas ses médicaments, est-ce que cela influence la culpabilité? Cela influence-t-il la peine? À quoi réfléchir? Vous savez, le Royaume-Uni a ce qu'on appelle la règle de MacNaughton, qui date du milieu des années 1800, et il l'applique depuis cette époque. C'est-à-dire que si une personne souffre d'un trouble mental grave, et que ce trouble l'a empêché de savoir ce qu'elle faisait, ou de savoir que ce qu'elle faisait était mal, alors elle pourrait être déclarée coupable pour cause d'aliénation mentale, et dans ce cas, la peine pourrait être très différente. Le Royaume-Uni a également un concept un peu différent, qui est la capacité diminuée en raison d'un problème mental. Et cela pourrait être utilisé pour réduire l'accusation, mais pas pour que l'accusé soit déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. Nous allons aborder d'autres aspects de cette affaire. Pensez-vous que cela s'applique ici d'après ce que vous avez vu? Eh bien, apparemment, il a effectivement des antécédents de dépression. Il prenait des médicaments pour sa dépression et il a arrêté ce traitement environ 6 mois avant les crimes présumés. Donc, ce seraient des faits qu'il utiliserait probablement. Cela va dépendre de ce que diront les experts. Je pense qu'il doit avoir 2 psychologues ou psychiatres pour agir en tant qu'experts et donner leur avis sur la question de savoir s'il était fou au moment où les crimes ont eu lieu. Et cela en sera une partie importante. Il y a évidemment, ici aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a beaucoup de controverses autour de ce genre de défense. Et donc le tribunal doit en être conscient, surtout parce que cela a attiré autant l'attention des médias. Laissez-moi vous dire ce qui, à mon avis, pourrait compliquer les choses. Je l'ai mentionné plus tôt, je vais en parler maintenant. Donc, quelque temps après avoir déposé les enfants chez Hélène, Martin aurait envoyé ce message à celle-ci, selon la citation de la British Broadcasting Corporation. Hélène, je suis désolé, je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Je sais que tout le monde me déteste, surtout les garçons. Je me déteste de toute façon.
Et s'il te plaît, prends vraiment bien soin des enfants. Il aurait ensuite déverrouillé le téléphone de Chloé, lu les messages de sa fille, puis répondu à cette fille en utilisant son propre téléphone, en disant: Maman a dit, pas aujourd'hui. David, qu'est-ce que tu retiens de ça? Comment ça te fait? Après tout ça, nous venons de parler de santé mentale, d'une possible défense basée sur la santé mentale. Je pense que ça pourrait poser problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai relu plusieurs fois le message qu'il a envoyé à son ex-femme. C'est un peu maladroit et un peu étrange, mais ça ne montre pas quelqu'un qui semble être fou. Ça ne montre pas quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il a fait et qui ne comprend pas que c'était mal. En fait, vous savez, il dit pardon, donc il s'excuse pour ça le même jour où c'est arrivé. Donc, cela va potentiellement être une preuve dévastatrice contre son affirmation selon laquelle il était fou ce jour-là. Et cela serait recevable, d'après ce que vous savez. Je pense que oui. Je ne vois aucune raison pour laquelle ça ne le serait pas. Vous savez, elle va pouvoir en témoigner. Vous savez, ils ont les preuves qui seront soumises. Et puis, vous savez aussi, vous savez, dans notre système, ce ne sera pas du oui-dire. Alors, pour ceux d'entre vous qui pourraient dire, vous savez, je ne sais pas. Ces messages sont peut-être ambigus, mais dites-vous, est-ce vraiment un aveu? Voici, voici l'autre problème. Peu de temps après avoir prétendument envoyé ces messages, il se rend apparemment au commissariat de police de Brighton et avoue, leur disant carrément, selon les rapports, j'ai tué 2 personnes maintenant. Martin a été arrêté au commissariat sans incident et surveillé toute la nuit. Lors des interrogatoires, selon The Times, il a dit aux enquêteurs qu'il avait perdu le contrôle, qu'il n'avait pas prévu de les tuer. Mais je cite, il a simplement perdu le contrôle. Le 10 juin 2023, Martin a été inculpé de 2 chefs de meurtre. Maintenant, David, nous savons que dans les affaires ici aux États-Unis, chaque fois que quelqu'un est accusé d'avoir avoué, la première chose que les avocats de la défense examinent, c'est est-ce que l'aveu a été extorqué? C'était le cas, on leur a lu leurs droits. Quelles circonstances? Que s'est-il dit? Est-ce que c'est la même chose dont on parle au Royaume-Uni? Ou tu sais, est-ce qu'on parle de ça en ce moment? Ça ressemble à un aveu clair et direct, non? Ça va être vraiment difficile pour la défense. Ce serait peut-être des problèmes au Royaume-Uni, mais même ici aux États-Unis, les faits suggèrent que ce n'était pas forcé. Il a décidé volontairement de se rendre. Il a dit à son ex-femme qu'il allait le faire et il est allé avec une confession à donner. Ce n'était pas, vous savez, un interrogatoire involontaire qui a abouti à cette confession. Pour ces raisons, je pense que ses avocats auront du mal à le sortir de là ou à l'obtenir. Vous savez, Exclu. Maintenant, cette idée que lui, s'il admet cela, alors pourquoi devrions-nous prendre tout ce qu'il a dit au sérieux? Si ce n'était pas planifié, ce n'était pas forcément prémédité, n'est-ce pas? Son esprit était peut-être focalisé sur l'argent, que lui et Chloé s'étaient disputés avant qu'il ne l'ait prétendument tué. D'après ce que vous savez, cette dispute pourrait-elle être considérée comme une provocation? Cela pourrait-il permettre de réduire une accusation de meurtre au Royaume-Uni, par exemple en crime passionnel? oui, je pense que le fait que ce soit un crime passionnel va enlever la préméditation. Si le tribunal estime qu'il a agi, vous savez, soudainement et sous l'effet de la colère, dans le feu de l'action, je dirais cependant que cette défense sera beaucoup plus difficile à faire valoir pour la deuxième personne. Il a tué parce qu'après avoir tué sa belle-fille, il a tendu une embuscade à son mari et l'a attaqué lorsqu'il est entré par la porte. Cela ressemble bien plus à de la préméditation et je ne vois pas comment il va s'en sortir. On évite une conclusion de préméditation compte tenu de ces faits. Ouais, selon The Times Royaume-Uni, Martin avait prêté environ 800 $ à Chloé, qu'elle remboursait progressivement. La British Broadcasting Corporation a indiqué que Martin avait près de 11 000 $ de dettes, surtout liées au jeu. Et au moment du décès de Chloé, elle aurait réduit sa dette à environ 200 $. D'après le Daily Mail, Martin avait prêté à Chloé et Josh plusieurs sommes d'argent au fil des ans. 1 000 livres pour une voiture, 600 livres pour des factures, 1 500 livres pour des dépenses familiales. Et tu te demandes, tu sais comment cela pourrait entrer en compte dans l'affaire? Est-ce que cela pourrait entrer en compte dans l'affaire? Est-ce qu'un avocat de la défense, David, pourrait soutenir que ce différend financier a joué un rôle d'une certaine manière? Je veux dire, on en a un peu parlé, mais quand j'énonce ces chiffres, ça pourrait faire partie de l'histoire plus large.
Je pense que c'est certainement une partie du mobile que l'accusation va essayer d'établir et ça ne le met certainement pas en valeur. Évidemment, on ne peut pas recourir à la violence pour recouvrer une dette, mais c'est une très petite dette, le genre de prêt d'argent qui arrive entre membres de la famille, ce qui est tout à fait attendu dans notre société. Et donc, qu'il soit enragé par le fait qu'elle lui devait une somme assez petite, 200 $, et que cela serve d'excuse ou de base pour qu'il l'attaque et la tue, c'est vraiment scandaleux. Et j'ai mentionné plus tôt que Martin aurait arrêté de prendre des antidépresseurs des mois avant la tragédie. La télévision rapporte que lors de plusieurs entretiens avec des psychiatres, on pensait que Martin souffrait d'un trouble dépressif. Bien que les médias rapportent que leurs avis divergent quant à savoir si c'était vraiment assez grave pour l'excuser de toute culpabilité. David, tu l'as déjà dit, tu penses que ce sera surtout un affrontement d'experts, Maïe. Je pense que oui, ce sera un affrontement d'experts. Et s'il a de très bons experts qui ont beaucoup d'expérience dans le diagnostic de personnes atteintes de graves, tu sais, troubles mentaux, et qui sont, tu sais, capables de le prouver. Sur la base de leur discussion avec lui et de son dossier médical, cela peut alors lui donner une base plus solide pour présenter cette défense d'aliénation mentale. Donc, Martin est actuellement en procès à Brighton. La procédure a commencé le 6 octobre. Ce n'était d'ailleurs pas un chemin facile pour en arriver là. Martin est en fait apparu pour la première fois devant le tribunal en août 2023 selon la British Broadcasting Corporation. C'est selon la British Broadcasting Corporation où, malgré le fait qu'il aurait avoué les meurtres, Martin a plutôt choisi de plaider non coupable de meurtre, mais coupable d'homicide involontaire. Le tribunal l'a placé en détention provisoire jusqu'au procès initialement prévu en novembre 2023. Depuis lors, le procès a été reporté 5 fois. La British Broadcasting Corporation, s'appuyant sur les chiffres du ministère de la Justice, a révélé que 75 000 affaires attendent d'être jugées devant la Crown Court. L'arriéré est devenu si grave que certaines nouvelles affaires ne devraient pas être programmées avant 2029. David, est-ce fréquent au Royaume-Uni? Je ne suis pas sûr. En fait, c'est un peu comme notre système, avec un énorme arriéré. Nous n'avons pas assez de juges, nous n'avons pas assez de procureurs. Je ne sais pas si c'est nouveau dans le système britannique, si c'est le résultat, vous savez, de baisse de budget pour leur système judiciaire ou non. Mais je dirais que les membres de la famille se sont plaints de cela, que cela a causé, vous savez, beaucoup de détresse pour eux de voir l'affaire sans cesse reportée de cette manière. Donc, on espère qu'il y aura maintenant une résolution rapide et qu'il n'y aura plus de retard. Et le fait que l'accusé ici ait apparemment plaidé non coupable de meurtre, coupable d'homicide involontaire, même après avoir avoué, est-ce que cela vous a semblé étrange? Non, je pense que cela a à voir avec cette défense qu'ils ont au Royaume-Uni, vous savez, de capacité mentale diminuée. C'est essentiellement ce qu'il veut. Je crois qu'il sait qu'il n'obtiendra pas une absolution totale. Il ne va pas réussir à obtenir une défense complète, vous savez, d'innocence pour cause de folie. Je pense qu'il cherche à obtenir la notion de capacité diminuée pour réduire la gravité de l'accusation. Le procès doit durer 3 semaines. Vas-tu suivre quelque chose en particulier? Je vais surtout observer ce que diront les experts qui vont probablement témoigner sur son état mental et aussi comment l'affaire va se dérouler. En ce qui concerne la préméditation et la différence entre le premier meurtre présumé et le deuxième meurtre présumé, le deuxième étant plus intéressant du point de vue de la préméditation, parce qu'il l'attendait en embuscade. David Afuri, merci d'avoir pris le temps, j'apprécie. Merci. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, à bientôt.